Vous avez été nombreux à me proposer vos avis les plus impopulaires sur le football ce mois-ci. Il est grand temps de les juger froidement un par un. Vous connaissez le barème, ça va de Footix pour les avis les plus catastrophiques, les plus partisans, aucune mesure. Puriste pour les avis les plus réactionnaires, malgré une certaine maîtrise. C'est pas non plus ce qu'on cherche, et le juste milieu pour les avis les plus intéressants et nuancés. Ne perdons pas plus de temps, amigos, Footix ou puriste, le tribunal est ouvert. Et on commence direct avec Saint-Elme ou STL, je sais pas comment on prononce, qui nous lâche une bombe d'entrée. On en a trop fait avec R9, on nous l'a vendu comme le plus grand buteur de tous les temps, mais il n'a planté que 414 buts en carrière. C'est minable. Il finit sa carrière avec un ratio de seulement 0,65 buts par match. Et ne me parlez pas de ses blessures, Juste Fontaine a dû mettre fin à sa carrière à 27 ans à cause de blessures, et pourtant ça ne l'a pas empêché de finir avec plus de buts que de matchs joués en sélection et un ratio carrière de 0,95 buts par match. Le plus grand, c'est Gerd Müller, sans discussion possible. Bon, déjà, j'ai vérifié les chiffres et c'est pas bon. C'est encore pire. Toute compétition confondue, j'ai 580 matchs, 372 buts, soit 0,64 buts par match. Ce qui est top, mais effectivement assez loin de pas mal d'autres grands buteurs de l'histoire de ce sport. Bon, je vais tenter de répondre à cet avis de manière synthétique, mais en vrai, R9 mérite une vidéo à part entière. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse un debunk de légende comme j'ai pu le faire pour Totti, Zidane ou encore David Beckham. Bon, ton raisonnement est cohérent, amigo, mais je crois que tu te trompes de débat. Oui, si on parle uniquement de chiffres, évidemment qu'il n'est pas le numéro 1, c'est indiscutable. Mais les gens qui parlent de R9 et qui le mettent parmi les tout meilleurs, ils ne parlent pas que de ça. Ils parlent de talent, ils parlent de magie, ils parlent de puissance, d'impact sur le football, de grandes épopées. Si on parle de R9, on ne peut pas parler uniquement des buts. R9, à son top physiquement, c'était le Jonah Lomu du football, un adulte qui jouait avec des enfants. Cette combinaison parfaite de puissance, de vitesse, de technique, sa capacité d'élimination en 1 contre 1, en 1 contre 2, en 1 contre 3 même, sa qualité de passe, sa finition. Ronaldo était digne d'un personnage d'animé. Tu pouvais absolument tout lui demander à ce mec. Il était tellement au-dessus techniquement que même en surpoids et après 2 énormes blessures, il arrivait encore à performer à haut niveau. Tu ne peux pas résumer la valeur d'un joueur comme ça uniquement à son nombre de buts. Ok, Gerd Müller, je veux bien te suivre et le mettre dans ce débat en tout cas. Mais Inzaghi, il a un bien meilleur ratio en termes de matchs et buts marqués. Tu le mets au-dessus de R9 pour autant ? Et tes contre-exemples avec Juste Fontaine et Jan Kosek, qui sont fallacieux. Les deux ont arrêté leur carrière après leurs problèmes physiques. Ça n'a donc pas impacté leur ratio. Ronaldo, lui, s'en est remis par 2 fois et a continué du mieux qu'il le pouvait. Forcément qu'après ça, plus le surpoids dû à son manque d'hygiène de vie, faut bien l'avouer, son niveau de performance et son ratio d'efficacité ont baissé. Logique. Je vais te mettre en puriste, amigo. La vie est quand même bien fermée au débat. Les exemples historiques type Gerd Müller, Juste Fontaine et surtout Jan Kosek, buteur du Sparta Prague au début du XXe siècle, ça c'est quand même bien puriste, il fallait aller le chercher. Je l'ai pas lu, tout à l'heure je l'ai pas cité car ton avis était un peu long, il faut que je condense un petit peu, mais en tout cas je pense que tu t'es trompé de débat, ou du moins que tu es beaucoup trop à cheval sur les chiffres. Allez, on continue avec l'avis de User of 1889. Le football encourage structurellement les joueurs à adopter des comportements vicieux. L'importance de chaque but dans ce sport et la répression des comportements anti-fair play encore trop faibles font que le calcul coût-avantage reste trop favorable à la simulation ou à la faute ignoble. Introduire l'arrêt du chrono et supprimer le temps additionnel permettrait de créer des conditions plus apaisées pour les arbitres et de mieux exposer les tricheurs qui profitent du rythme actuel pour gratter du temps ou pire, des pénaltys. Alors je suis complètement d'accord avec ça, amigo, je sais même pas si c'est vraiment impopulaire, mais en tout cas le sujet est intéressant donc on va quand même en parler. On laisse encore trop de place à la triche. La simulation par exemple, ça devrait être rouge direct, surtout maintenant qu'on a la vidéo pour être sûr s'il y a contact ou pas. Parce que prendre un jaune pour un attaquant, un joueur généralement peut exposer défensivement. Qu'est-ce que ça peut lui faire d'en prendre un de temps en temps, surtout si en contrepartie, ça lui permet de rater quelques pénaltys dans la saison. J'aime bien les solutions proposées également, l'arrêt du chrono, ce serait très bien, je milite pour ça depuis longtemps, et c'est à l'étude actuellement, et ça pourrait entrer en vigueur dès cet été, j'ai bon espoir. J'y réfléchissais également à annoncer au micro dans le stade les décisions des arbitres. Imagine pour un attaquant la honte de fou après un simulation grossière, carton jaune pour machin.
Ah, ça aussi, ça serait bien dissuasif, je pense, hein. Et bien drôle aussi. C'est comme les obstructions des défenseurs pour laisser filer le ballon en sortie de but. Dans toutes les zones du terrain, c'est faute, sauf derrière. Là, ça va. Non, ni puriste, ni footix cet avis, juste du bon sens, pour ma part, c'est validé. Unpopular opinion de Black Shadow 9669, je pense qu'un All-Star Game du football serait une révolution dans le sport. Chaque grand championnat pourrait avoir son équipe de stars et s'affronter dans un mini tournoi sur un week-end comme en NBA. Un tel événement créerait un énorme buzz et mettrait le foot sous un angle plus fun et plus divertissant. Bah écoute amigo, certains te traiteront peut-être de footix ou de border des States, le puriste étant conservateur et de facto fermé à la nouveauté, mais pour le coup, moi je trouve ça intéressant comme idée. À une époque où le football cherche à toucher plus de monde, plus de jeunes notamment, cherche à générer plus de rentrées d'argent également, hein, on va pas se mentir, je pense que ce tournoi serait bien plus efficace que le mondial des clubs par exemple. Imagine le délire. Je me souviens qu'à mon époque, il y avait eu un match amical entre l'équipe d'Italie et une sélection FIFA All-Star. Devant, t'avais Zizou, Batistuta et R9. C'était une folie. Mais rien que de voir les trois jouer ensemble sous le même maillot, c'était fou pour les gamins qu'on était à l'époque. Alors je n'imagine même pas dans un vrai tournoi, avec une sélection sérieuse des meilleurs joueurs de chaque saison, les débats qu'il y aurait, l'attente qu'il y aurait, ça serait incroyable. Et puis, vu le peu d'équipes engagées, le tournoi serait assez court. Donc niveau physique, ça ne devrait pas être trop gênant pour les joueurs. Parce que le grand problème qu'on a généralement avec ces nouveaux tournois, c'est qu'on rajoute des matchs et qu'on en demande toujours plus aux joueurs. Et du coup, les joueurs sont cramés et ça nuit au spectacle, ça nuit à la qualité du jeu sur la saison régulière. Et ce qui serait bien aussi avec ta solution, c'est qu'on n'aurait pas encore les mêmes équipes en jeu. Il y aurait quelque chose de vraiment nouveau à suivre, ça justifie un peu plus la création d'un nouveau tournoi. Donc je ne mets clairement pas ton avis en puriste, un puriste trouvera sûrement ça enfantin, voire ridicule, mais pour moi en tout cas, t'as clairement pas tort, c'est vraiment une solution intéressante. Allez, on enchaîne avec l'avis de Jaderaï. Antonio Conte est le coach le plus surcoté de ces 10 dernières années et de loin, c'est le Mourinho du pauvre. Il doit son succès en grande partie à l'image qu'il se donne et son côté autoritaire. En C1, là où c'est important, il a toujours été nullissime. Bon, déjà, j'ai envie de te demander par qui il est surcoté et à quel point. Parce que de mon côté, j'ai toujours vu Conte considéré comme un top coach, c'est vrai, mais je ne le vois jamais dans les débats pour le GOAT, comme on pourrait le faire avec un Ancelotti, un Guardiola, un Klopp ou un Mourinho. Donc surcoté, perso, j'ai pas cette impression. Après, c'est vrai qu'il a du mal à performer en Ligue des Champions, mais me dire que c'est le coach le plus surcoté actuellement, je peux pas te suivre amigo. Le mec est quasiment champion partout où il passe. Cette saison, il va peut-être même faire le coup avec Naples. Alors ok, il y a Tottenham où il n'a pas gagné de titre, mais en même temps, qui gagne des titres avec Tottenham? Après, tu n'aimes peut-être pas le caractère particulier du bonhomme ou son style de jeu, mais me dire qu'il est le plus surcoté des coachs actuels alors que Roberto Martinez existe... Puis ce truc de baser un avis uniquement à travers le prisme de la Ligue des Champions... Là, désolé pour moi, la vie part en footix. Unpopular opinion de Kelios FR. Pour moi, Juninho est le joueur le plus sous-coté de sa génération. Il avait tout, les tirs, les dribbles, les passes, la vista et même le palmarès en club. Mais comme il n'a pas eu une grande carrière internationale, on préfère le rabaisser au meilleur tireur de coups francs all-time. Ce qui est déjà pas mal. Mettons plus de respect sur lui, bon sang. Sinon, continue comme ça, tes vidéos sont superbes. Et bah déjà, merci beaucoup, amigo, ça fait plaisir. Et effectivement, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Après, comme tu l'évoques, il y a des manques dans la carrière de Juninho. S'il avait joué dans un club du top européen, s'il avait été plus prépondérant en Célestin, ou si le grand lion de l'époque avait été chercher une Ligue des Champions, je pense qu'il aurait eu plus de reconnaissance aujourd'hui. Donc quelque part, c'est justifié, ou du moins ça se comprend que le grand public international ne retienne que ses coups francs. Et le mettre en numéro 1 dans cet exercice, devant Beckham, Mihailovic ou Platini, j'appelle pas ça être rabaissé, c'est déjà énorme, mais je peux comprendre que ce qui t'embête, c'est qu'on le résume à ça, comme si à côté de ça, c'était un joueur banal. Et ça, effectivement, c'est un peu scandaleux. C'est un peu comme pour Beckham, comme il n'a pas un jeu spectaculaire pour le footix moyen, on ne retient que ses coups francs. C'est ce qu'il y a de plus visuel, de plus marquant, alors que Juninho, dans la récupération, dans la vision du jeu, la construction, c'était la grande classe. Techniquement, ça tricotait pas, mais c'était du très haut niveau également. Mais en France, on a du mal à apprécier ce genre de profil, j'ai l'impression. Lucho González à Marseille, Moutinho à Monaco. Alors bien sûr, il y aura certainement des contre-exemples, mais j'ai quand même l'impression qu'on a du mal à apprécier les joueurs qui brillent plus par leur cerveau et par une technique très propre, très épurée. Alors c'est pas trop à la mode en Ligue 1. Amigo, si tu passes un bon moment, pense bien à mettre un petit pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et tenter de participer à la prochaine session Unpopular Opinion. C'est juste ici. Allez, on reprend avec l'avis de Spartan OG.
Trilogie 4PP. Je pense que le projet de Chelsea est décrié à tort. Certes, trop d'argent a été dépensé avec des joueurs clairement surpayés, cependant il est clair que Chelsea redeviendra à court ou moyen terme un géant du football. Un bon coach, un projet qui marche bien avec des jeunes qui vont être formatés à l'idée de jeu de Maresca. Je rajouterai même que Strasbourg deviendra une place forte du football français qui jouera l'Europe de manière régulière et pourra même aller titiller le PSG. Beaucoup d'argent a été dépensé au début, mais à terme l'investissement se paiera par des titres majeurs. Donc en gros, on s'en fout de payer des milliards sur des joueurs, d'acheter le moindre jeune capable de faire un crochet, on s'en fout de faire gonfler les prix du marché pour le moindre jeune joueur de manière absurde, on s'en fout que plein de joueurs seront jetés à la poubelle parce que même s'ils sont tous bons, il n'y aura jamais assez de place pour faire jouer tout le monde. De toute façon, si à un moment donné ça marche, Bouli aura eu raison, c'est ça. Puis bordel, comment tu peux payer des milliards pour un projet long terme avec des jeunes en mode Brighton? Quand tu payes des milliards, c'est pour avoir des résultats tout de suite avec des joueurs à leur prime, des mecs de 25, 26 ans qui ont déjà gagné des choses et qui vont t'apporter un impact de suite. Ou alors, tu as moins de moyens et tu mises sur la jeunesse et le moyen terme pour construire une équipe et faire un peu de trading pour faire grossir ton budget. Là, tu as le pire des deux mondes. Tu dépenses une fortune et tu dois attendre pour voir des résultats. C'est pas acceptable. On peut pas dire que ce soit un bon projet. Alors après, oui, c'est vrai, tu as raison. Maresca s'en sort très bien et montre de bonnes choses et c'est tout à fait possible que Maresca réussisse à monter une équipe avec un style de jeu bien défini, avec des jeunes qui progressent dans les saisons à venir. Puis oui, toutes ces pépites, ça fait rêver. Ils n'achètent pas n'importe qui généralement. Et de toute cette gabegie financière, c'est possible qu'une équipe de champions naisse à un moment donné, je te l'accorde. Mais même si Chelsea est champion dans les 2-3 ans à venir avec une super équipe arrivée à maturité, la manière pour y arriver ne sera pas bonne pour autant. J'abuse un peu, je sais, mais pour moi, c'est comme se vanter d'avoir gagné un jeu à gratter alors que t'as acheté tous les tickets à gratter possibles. Ok, le résultat est là, mais la stratégie est foireuse au possible. Et pour ce qui est de Strasbourg, je pense qu'on est un petit peu dans la culture de l'instant. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce que fait Strasbourg avec Rosenior. Bon, je l'avais déjà dit en début de saison, j'ai un gros kiff sur Andrei Santos par exemple. Très bien, mais on sait très bien comment ça va se passer avec Strasbourg. Ils auront jamais la continuité pour être un club du top 3 français. Jamais. Peut-être qu'ils arriveront sur une saison de temps en temps à aller se mêler à la course au podium. C'est pas impossible. Mais globalement, il y aura jamais la continuité. Regarde là, je reprends l'exemple d'Andrei Santos. On sait déjà qu'il ne restera pas à Strasbourg la saison prochaine. Qu'est-ce que tu veux construire sur le long terme? Je suis désolé, mais on le voit bien en fait que pour Bluco, Strasbourg n'est qu'un club satellite. Unpopular opinion de 9 à Bruges. Ryan Cherki est un bien meilleur joueur et mérite plus l'équipe de France que Désiré Doué. Dans un club beaucoup moins dominant, il est bien plus impactant et décisif que Doué. Il a un profil plus adapté, il est meilleur dans un rôle de meneur de jeu créatif, chose dont l'équipe de France a grandement besoin, alors que Doué reste créatif mais plus dans un rôle d'ailier. De plus, Cherki a plus d'expérience que Doué avec plus de minutes au niveau professionnel. Cherki est aussi performant depuis le début de la saison, alors que Doué ne l'est que depuis 2 ou 3 mois. La seule raison que je vois pour la sélection de Doué est son entente avec les autres joueurs en EDF, car il joue en club avec Dembélé, Barcola et Zahir Emery. Bon, je comprends ta frustration amigo, surtout si on est lyonnais, car Cherki a sacrément progressé, hein. Techniquement il a toujours été au-dessus, mais dans l'intelligence de jeu et surtout dans l'efficacité, il a vraiment franchi un cap. Doué montre de belles choses depuis le mois de décembre, mais il n'est pas un titulaire indiscutable au PSG et il a moins d'expérience que Cherki. Mais je me mets à la place de Deschamps, je me fais l'avocat du diable. Je prends en compte les critères de sélection de Deschamps. Déjà, on sait qu'avec lui, celui qui joue dans le club le plus huppé a un avantage. On sait également qu'il aime les joueurs physiques, ou à minima avec un gros volume de course, capable de répéter les efforts. Cherki, on est plus proche d'un 10 à l'ancienne que d'un joueur comme Doué dont le profil correspond plus aux exigences du foot actuel, tout en ayant un très haut niveau technique et en plus, il est très polyvalent. Tu le cantonnes à un rôle dédié, mais non, c'est pas vrai. Il peut jouer 10, il peut jouer en pointe, et il peut jouer relayeur et il peut jouer sur les deux côtés. C'est super pratique dans un effectif. Et tu l'as très bien dit, il joue régulièrement en club avec d'autres internationaux de cette équipe et ça, niveau automatisme, c'est incroyable pour un sélectionneur. Regarde les sélections qui gagnent généralement. Ce sont celles qui disposent d'un lot de joueurs titulaires dans un même club qui performent bien durant la saison. L'Allemagne 2014 par exemple, avec la colonne vertébrale du Bayern. Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Müller, Boateng. Donc d'un point de vue du mérite pur, c'est dur pour Cherki et je comprends ta déception. Donc je te mets pas en footix, t'as pas complètement tort, mais je comprends la logique de Deschamps aussi. Avis d'Ibrahim Dream, et ouf, celui-là il est salé. Pour moi, dans le carré magique du Real, s'il y en avait un qui devait quitter le navire, ça devrait être Vinicius et pas Rodrigo. Je pense que sur la technique, l'intelligence dans le jeu, l'efficacité et surtout la capacité d'être décisif dans les grandes
rencontre, Rodrigo n'a absolument rien à envier à Vinicius. Je trouve que Vini a un niveau de sang-froid proche de 0, ça fait déjà trop longtemps qu'il prend des cartons stupides. De plus, je tiens à rappeler que Vini, une fois hors de lui, fait n'importe quoi sur le terrain. Je le trouve beaucoup trop perso dans plusieurs actions, je pense qu'il essaye trop de nous prouver qu'il mérite un ballon d'or. Attention, je ne critique pas les qualités footballistiques du joueur, mais je pense que le Real gagnerait en s'appuyant plus sur Rodrigo qui lui a les qualités footballistiques et le caractère. Vinicius. Je crois qu'il y aura toujours des débats sur ce mec tant il est clivant. Bon, j'aime bien la fin de la vie avec « je ne critique pas ses qualités footballistiques », mais il l'a défoncé pendant je sais pas combien de temps, mais il critique pas sur les qualités footballistiques. Bon, bref. Je ne suis pas un fan du personnage non plus, mais je pense que tu forces un peu quand même, non? C'est vrai qu'il a un sale caractère, qu'il y a des gestes et des attitudes dont il pourrait se passer. Mais ça, je pense que c'est surtout lui que ça dessert, pas forcément le club, notamment d'un point de vue image. Un Vinicius plus lisse aurait certainement gagné le ballon d'or par exemple, j'en suis même assez certain. Mais sur le terrain, me dire que Rodrigo n'a rien, mais alors rien à envier à Vinicius, non. Alors ok, d'un point de vue technique et intelligence de jeu, je te suis, et je pense également que Rodrigo peut devenir un bien meilleur joueur que Vinicius, bien plus complet, je suis d'accord, mais là on parle de potentiel, c'est de la projection et peut-être que ça ne se réalisera jamais. Mais à l'instant T, Vinicius est au-dessus, et en plus tu me dis, Rodrigo est au-dessus en termes de percussion et d'efficacité. Non, dans ces registres-là, Vinicius est au-dessus, tu peux pas lui enlever ça. Peut-être que si Rodrigo passait à gauche comme il le souhaite tant, il deviendrait plus efficace, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Sur les cartons, tu n'as pas tort, mais pareil, tu forces un peu. Cette saison, il a pris un rouge qui lui a fait manquer 2 matchs et une suspension pour accumulation de jaunes en Ligue des Champions qui lui a fait manquer 1 match. La saison dernière, c'est 0 rouge direct et 1 match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Bon, pas de quoi en conclure qu'on ne peut pas compter sur lui quand même. Et dans les grands matchs, il est là aussi. On l'a bien vu la saison dernière en Ligue des Champions. Je pense aussi que Vinicius gagnerait à se canaliser, mais d'un côté, est-ce qu'il n'a pas besoin de ça pour performer? Ce côté, seul contre tous, cette envie de prouver, la volonté de faire taire les racistes qui l'insultent. Si on lui enlève tout ça, est-ce qu'il aura encore la même motivation de chercher toujours à se surpasser? Bon, si on peut lui enlever les racistes, par contre, ça serait bien. Et pour ce qui est de qui est le plus dispensable dans ce carré magique du Real, oui, on pourrait enlever Vinicius, mais on pourrait très bien enlever Mbappé, on pourrait très bien enlever Rodrigo, on pourrait même enlever Bellingham. Mais enlever un joueur, ça ne réglerait pas tous les problèmes. Si Vinicius part, tu auras Rodrigo et Mbappé qui voudront la place à gauche. En vrai, la solution, c'est de garder un des trois parmi Mbappé, Vinicius et Rodrigo pour le mettre à gauche, tu gardes Bellingham au milieu, lui il est à son poste, et de remplacer les deux autres par un véritable avant-centre et un véritable ailier droit. Là au moins tout le monde serait content et on aurait une ligne d'attaque bien complémentaire. Vinicius, là où je serais d'accord sur le fait qu'il faudrait le vendre tout de suite, si réellement une offre délirante des Saoudiens venait sur la table. Ça parlait à un moment donné d'une offre de 300 millions d'euros, là oui évidemment, je le vends direct à ce prix-là. Je le vends direct puisque d'une, la somme est absolument incroyable et totalement décorrélée de la valeur réelle du joueur, et de deux, j'ai déjà 2 autres top players prêts à jouer à ce poste, il n'y aura même pas besoin de recruter. Donc oui évidemment que là je le vends, mais sinon d'un point de vue sportif, je ne le trouve pas moins indispensable que les autres. Après, ça, c'est un avis purement sportif, c'est juste mon avis. Je te rejoins sur plusieurs points, je dis pas que tu dis des conneries, mais tu abuses un petit peu trop. Tu passes quand même légèrement au footix. Unpopular opinion d'André Silva, et celui-là il est clair, net et précis. Ruben Amorim mènera Manchester United au titre dans maximum 4 ans. Alors, j'aurais aimé avoir tes arguments pour mieux te répondre, mais je vais faire au mieux parce que le sujet est quand même intéressant. Je vois United un peu comme Arsenal à l'arrivée de Mikel Arteta. En ce moment, c'est dur d'un point de vue des résultats, mais ils sont en train de complètement assainir le club. Que ce soit d'un point de vue effectif, avec notamment les départs de Rashford et Anthony, et la confiance donnée à des jeunes comme Amad Diallo, Heaven, l'insistance avec Zerzi, Højlund. On l'a vu, ils ne se sont pas précipités sur le marché des transferts à l'arrivée d'Amorim, ils prennent le temps, ils ont annoncé un nouveau stade hyper moderne également. Alors après, on aime ou on n'aime pas le délire du design chapiteau, mais le projet est quand même assez fou. Mais tout ça, ça prend du temps. 4 ans comme tu l'annonces, ça peut paraître long pour certains, mais 4 ans quand tu reprends tout de zéro, que tu vises aussi un équilibre financier, on le voit, Jim Ratcliffe fait très attention aux finances du club, c'est pas énorme 4 ans. Regarde Arsenal, après 5 ans de bon travail, tant au niveau du jeu que de la gestion, n'a toujours pas gagné cette première ligue, et en même temps c'est logique, la concurrence est tellement folle dans ce championnat. Alors je dis pas que c'est impossible, t'as peut-être pas tort, mais pour moi c'est impossible à affirmer aujourd'hui, juste à partir du fait que Ruben Amorim ait été un super coach et ait eu des résultats très rapidement avec le Sporting Portugal. Alors peut-être que ta prédiction est juste, mais j'ai envie
envie de sanctionner un petit peu le manque d'arguments, donc tu passes légèrement en catégorie footix quand même. Et on termine avec l'avis d'Alex. Pour moi, Divock Origi aurait pu être le meilleur neuf de l'histoire de la Belgique et un des meilleurs neufs de Première Ligue. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais à chaque fois qu'il rentrait, il faisait des masterclass et sauvait Liverpool. Il a également marqué en finale de Ligue des Champions. Alors Origi, pour moi, c'est une énigme. Il avait l'air d'avoir toutes les qualités, que ce soit physiquement ou techniquement, pour devenir un top joueur. Il a eu les opportunités dans des top clubs que des joueurs ayant plus prouvé que lui n'ont jamais eu. On parle quand même d'un buteur qui n'a jamais marqué plus de 8 buts en championnat sur une saison. Mais le mec a joué à Lille, à Liverpool, à Wolfsburg, à Milan. Son agent est absolument incroyable. Mais au final, il n'a jamais réussi à franchir ce cap. Même avec toutes ces belles opportunités, dans de belles équipes, même en Allemagne, la terre sainte des buteurs, il n'a pas réussi à devenir un buteur fiable. Alors bravo pour l'impact en tant que super sub et pour les buts marqués vraiment à des moments hyper importants. Mais me dire qu'il aurait pu devenir le GOAT des buteurs de l'histoire de la sélection belge par exemple, c'est limite un manque de respect pour Lukaku quand même. D'ailleurs, en parlant de Liverpool, j'ai sorti mon mercato idéal pour les Reds d'Arne Slot la saison prochaine. Si ça t'intéresse, c'est juste ici. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.